Cette fois-ci, nous commençons dans une cuisine, ce qui est peut-être un lieu bien étrange pour parler des espaces infinis. Ou au contraire, n'est-ce pas un lieu étrange? Et peut-être que dans un monde auquel tout ressemble à tout, les circonvolutions des étoiles ne ressemblent pas mal aux involutions des entrailles humaines. Tout ça est en somme fait de cette même matière que nous connaissons encore si mal. Et maintenant, je vais avoir recours à votre imagination ou à vos souvenirs et vous demander de vous rappeler des images que vous avez vues projetées par les explorations interspatiales durant ces dernières, mettons, 10 années. Nous commençons à voir à peu près à quoi ressemble la Terre. La Terre flotte dans l'espace et elle n'est pas, comme on l'imaginait au Moyen-Âge, comme tout le monde chrétien l'a cru, au centre de l'univers. Il y a ce beau texte d'un philosophe italien du Moyen-Âge, Pic de la Mirandole, s'adressant à l'homme et lui disant « Dieu t'a mis au centre des choses pour que tu puisses davantage comprendre les choses ». C'est admirablement beau, mais ce n'est pas vrai littéralement. L'homme n'est pas au centre de l'univers, sauf dans cette acception du mot où l'on peut dire que le centre est partout, que chaque homme est un centre. Nous sommes donc sur une planète qui dépend du soleil pour vivre, à tel point que de toutes les religions possibles et imaginables, le culte du soleil était encore celui qui, en quelque sorte, sautait le plus aux yeux, puisque nous disparaîtrions en quelques secondes si le soleil n'existait pas. Dans les temps anciens, autrefois, nous pouvions imaginer, même il y a seulement encore 100 ans, nous pouvions imaginer que ce bonheur qui est le nôtre, d'exister sur une planète vivable et habitable, n'était pas tellement unique, qu'il y avait enfin, pas mal d'autres créatures qui pouvaient peut-être en profiter comme nous sur d'autres planètes. Maintenant, nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons, par exemple, que la Lune, qui était imaginée comme une espèce d'endroit enchanté, où les Égyptiens, les Japonais et les Chinois mettaient la grenouille qui joue des flûtes d'or du clair de lune, et où le Moyen-Âge mettait Caïn avec son fardeau sur les épaules, n'est en réalité qu'un endroit sans air et sans eau, où nous ne pouvons pas vivre une minute sans équipement compliqué. Et à tel point que les astrologues du Moyen-Âge qui étudiaient à travers leur très faible télescope la Lune, c'était plutôt les astrologues de la Renaissance, avaient donné des noms ravissants à ces différentes parties de la Lune, par exemple la mer de la fertilité. Or, la mer de la fertilité est un désert de poussière dans lequel il n'y a rien, il n'y a pas même une goutte d'eau ou une bouffée d'air. Et quand Mishima, qui est un écrivain que j'ai particulièrement étudié, a écrit sa grande quadrilogie sur le monde moderne, il l'a appelée ironiquement la mer de la fertilité, c'est-à-dire un endroit excessivement stérile. Quant à Saturne, c'est excessivement beau de voir se rouler et se dérouler les anneaux de Saturne en photographie, mais ce sont des mondes, on peut dire, situés dans le chaos et dans la nuit. Par conséquent, toutes ces rêveries de l'homme pouvant exister sur d'autres planètes est un mythe. Nous n'existerions que complètement reliés à la Terre, non seulement par nos corps, mais par notre technologie, dans un monde qui nous est complètement hostile. Quant aux autres univers, comme il y en a des millions, nous pouvons postuler qu'il y a des endroits agréables, par-ci, par-là, et même des endroits où nous pourrions vivre, mais ils sont séparés de nous par des années de lumière, c'est-à-dire par quelque chose que notre imagination ne conçoit pas. Et c'est même très malheureux que notre imagination ne soit pas capable de le concevoir, parce que nous jonglons avec les années de lumière, comme nous jonglons avec les espaces infinis, en nous imaginant que ce serait très possible d'y arriver demain. Et ne voyons pas à quel point tout ça est éloigné de notre vie très brève et des conditions, en somme, très limitées dans lesquelles, climatiquement, nous sommes habitués à vivre. Et que même s'il y a une réussite par hasard, sportive et scientifique, qui permettrait d'y accéder, tout ça représente une espèce d'effort suicidal comparé à la véritable vie humaine, véritablement située dans un milieu qui lui est propre. Et très souvent, je me suis même demandé si cette passion des hommes pour se ruiner, pour dépenser des fortunes, des millions et des billions
dont nous avons besoin sur la Terre pour tout assainir, pour tout embellir, pour rendre la vie humaine et la vie en général plus facile, et que nous explosons en fumée, ne ressemble pas beaucoup à cette chose dont on s'est tellement plaint il y a 50 ou 60 ans, quand on était très anticlérical, et qu'on disait que oui, enfin les prêtres égyptiens ou les prêtres du Moyen-Âge ont dépensé tout l'argent des populations à construire d'immenses cathédrales qui ne servaient à personne. Maintenant, une des choses les plus frappantes, c'est la mésuse que l'homme jusqu'ici a fait, d'abord innocemment, et puis moins innocemment, de la terre. Là, rappelez-vous toujours qu'on nous dit qu'il y a eu un moment où un écureuil pouvait traverser du Canada à l'Amérique centrale, l'espace de l'Amérique du Nord, sans poser ses petites pattes par terre. L'immensité, les immenses forêts d'arbres, qui ont été détruites très souvent parfaitement inutilement par les premiers colons, qui s'imaginaient qu'ils avaient devant eux de la terre arable, de la terre qui leur serait utile à se nourrir. En réalité, ce sol de la forêt n'était pas productif. Mais ils l'ont su trop tard et ils n'ont pas su s'arranger autrement. À l'époque où Christophe Colomb a voyagé pour la première fois dans l'archipel Caraïbe, qu'il avait appelé les jardins de la Reine, tellement c'était beau. Il parle des fruits sauvages, il parle des parfums qui vraiment grisaient les équipages en se promenant d'une île à l'autre. Je me suis promené dans l'archipel Caraïbe l'an dernier, j'ai surtout vu des condominiums. Et là, de nouveau, nous avons effroyablement gâté la nature. Sur les bords du Honduras et du Guatemala, nous sommes en train de détruire la forêt tropicale avec des résultats désastreux pour le climat. Et nous le savons, nos hommes de science le savent, il y a longtemps qu'ils l'ont su, mais les producteurs ne le savent pas encore, ou ne veulent pas le savoir. J'ai ici, dans ma bibliothèque, un livre que je garde précieusement, qui était un atlas du monde, fait par Hachette en 1902, donc bien avant notre naissance à tous. Et cet atlas finit par une espèce de postface du grand géographe de l'Institut qui avait été chargé de publier ce livre, disant « Je suis excessivement inquiet, la manière dont on détruit les forêts, la manière dont on détourne le cours des fleuves, la manière dont on encombre des endroits qui ne sont pas faits pour porter tant d'humanité par une population beaucoup trop grande, va détruire nos ressources et changer les conditions climatiques du globe. » On s'aperçoit que cette mésuse de la terre par l'homme ne date pas d'hier. L'homme a toujours utilisé ses moyens, grands ou petits, pour faire très souvent le vide autour de lui. Les grandes civilisations, comme celle du Mohenjo-Daro, qui a précédé celle de l'Inde, comme celle de la Babylonie, ont laissé derrière elles des déserts. Il y avait d'immenses agglomérations urbaines, il y avait toute espèce de confort que nous considérons comme moderne. Il y avait une grande population vivant dans des conditions d'agglomération très touffues et probablement de grands échanges entre un type de population et l'autre, mais de commerce, etc., des lois compliquées, mais que tout ça s'est effondré et a laissé quelques hameaux misérables dans des déserts sans eau. On avait abusé des ressources, comme toujours détruit les forêts, etc., pour construire les grands monuments. Et que la revanche de la nature est arrivée relativement assez vite, peut-être assez lentement en termes humains, mais très rapidement en termes planétaires.